Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising, Smile Wanted, Didomi et OnTrust, avec pour partenaire média Redcard. Partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Quel avenir pour les CMP à l'ère du cookieless ? Le Consent Management Platform, ou CMP, permet à l'éditeur d'un site web de récolter, d'enregistrer et de stocker le consentement d'un visiteur quant au traitement de ses données personnelles. C'est pourquoi, un an après l'arrivée du RGPD, 80% des principaux éditeurs français étaient équipés d'une CMP. Le marché est donc en pleine transformation et doit faire preuve d'imagination pour faire face à cette nouvelle ère sans cookies. 1. À quoi ressemble l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies ? 2. Quel sera l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité ? 3. Comment l'industrie de l'adtech peut-elle s'y préparer car elle est fortement née ou s'est appuyée sur les cookies tiers pour la personnalisation ? Pour en discuter, Merav Grieger de Bird & Bird, Quentin Roulier de OneTrust, Raphaël Boucris de Didomi, Sébastien Gantou de Datasphere. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler de CMP, Consent Management Platform. Vous me dites, madame, monsieur, si je me trompe, mais c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire ce processus de consentement qui a fleuri depuis l'arrivée du RGPD, même s'il existait un petit peu avant. Mais surtout, on va s'interroger sur l'avenir de ces CMP à l'ère du cookieless. Et donc, ma première question est la suivante. Qu'évoque pour vous un écosystème publicitaire cookieless ? Quentin, alors, première question, comme je le disais, qu'évoque pour toi un écosystème publicitaire cookieless ? Alors déjà, je pense qu'on va reprendre un petit peu les éléments, donc CMP, donc c'est là où on va récolter les consentements, donc quelque chose un petit peu, si on repart dans l'histoire, 2017, on commence à en voir apparaître, 2018, le RGPD, 2019-2020, on a pas mal de nouvelles réglementations qui apparaissent, et aussi le cookieless. Donc le cookieless, on sait déjà qu'il y a 2/3 donc des grands navigateurs avec Firefox et Safari qui ne supportent plus déjà les cookies tierce party. Donc on va vraiment parler ici des cookies third party. Donc en fait, un écosystème cookieless, ça a déjà commencé. On est déjà en fait à peu près dans 2/3 des cas dans un écosystème cookieless. Donc qu'est-ce que ça m'évoque ? Ça m'évoque déjà, on va dire, le passé et le futur. Le futur parce que Chrome, donc 2022, arrête aussi les cookies de tierce party. Mais aussi, ça évoque plus de précision. Parce qu'on sait très bien que les cookies de third party ne sont pas très précis. Donc je crois qu'il y a un taux de 20% de précision. Donc est-ce qu'on va savoir exactement qui je suis ? Si on a un PC familial ou un ordinateur familial ou même une tablette familiale, est-ce que c'est moi, mon frère, mon père, ma mère qui suis en train d'utiliser ? Donc en fait, à la fin, est-ce que j'ai vraiment une publicité qui est ciblée pour moi ? Après le cookieless, ça va être toujours avec des cookies de première partie. Donc en fait, tout ce qui est personnalisation, on va toujours pouvoir l'avoir. Et on sait qu'il y a à peu près 80% des gens qui veulent toujours avoir cette personnalisation, mais en même temps avoir à cœur la protection de leurs données. Donc comment allier les deux ? Donc je pense que l'environnement cookieless va justement aider les entreprises à aller vers ce sens-là. Merci Quentin pour avoir inauguré l'émission avec ta première réponse. De ton côté, Raphaël, qu'est-ce qu'évoque pour toi un écosystème publicitaire cookieless ? Effectivement, je suis d'accord avec Quentin, on est en plein dedans. Je pense que la majorité des éditeurs ont cette question en permanence dans leur tête. Tout d'abord, il faut bien spécifier que c'est les cookies tiers dont on parle, puisque les cookies first, d'ailleurs les CMP comme OneTrust, Didomi en déposent, pour être sûr notamment d'avoir le consentement au niveau local, mais également ne pas faire réapparaître les bannières qu'on voit de plus en plus. Et Google, qui plus récemment a déployé sa propre CMP sur son navigateur, qu'on voit tous les jours. Du cookieless, ça évoque effectivement un ciblage qui sera plus précis, puisqu'on va moins reposer sur de la third party et plus sur de la
first party. Ce sera plus de données au niveau people et plus au niveau browser tout simplement. Et on aura une analyse beaucoup plus fine pour s'assurer qu'on cible bien une personne et pas un navigateur. C'est bien sûr un choc terrible parce qu'il faut se réinventer. Et il y a pas mal de solutions qui sont mises en place, comme des logins communs aux éditeurs, comme de la data loguée et travaillée en tout cas dans des environnements authentifiés. Je pense que c'est en ça que la CMP doit travailler sur du cross-device, sur du consentement qui va être plus persistant au niveau du login et pas uniquement au niveau du browser. Merci Raphaël. Alors Sébastien, suite aux réponses de Quentin et Raphaël, d'après toi, surtout, qu'est-ce que ça évoque pour toi un écosystème publicitaire cookieless ? C'est effectivement un changement fondamental. On avait une data qui était fondée majoritairement sur une segmentation tiers, et cette segmentation tiers va s'appauvrir, va en tout cas se raréfier. Ça, à mon sens, ça augmente l'importance et la part que prendront les données first data, first party, qui sont obtenues soit par les éditeurs directement, soit par le search, soit par l'intervention d'ID unique ou de nouveaux mécanismes de synchronisation qui seront gérés directement sur le domaine du publisher. Cela pose des questions majeures de changement. On a aujourd'hui 18 mois pour s'y adapter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de data, mais elle va être gérée différemment. Cela pose à mon sens un problème général de régulation du marché. Donc on peut parler de l'adaptation du TCF qui aujourd'hui est majoritairement basé sur l'analyse des cookies dans un environnement. Tu peux l'acronyme de TCF ? TCF, c'est le Transparency and Consent Framework. C'est un protocole qui permet de transmettre un consentement dans la chaîne publicitaire de manière à ce que chaque acteur qui veut intervenir avec de la donnée à caractère personnel y soit autorisé. D'accord. Et donc du coup, il y a un point de régulation à la fois technique lié à ce protocole qui aujourd'hui s'impose un petit peu partout sur la chaîne, et aussi un point de régulation lié à nos régulateurs, les autorités de protection des données, qu'il faudra adresser. Donc aujourd'hui, on prend le sujet par le point technologique, donc avec Google, et la décision de Google qui arrive bientôt dans 18 mois et qui rejoint d'autres acteurs navigateurs. La seule et vraie question à mon sens, c'est de se demander comment on va faire pour faire en sorte de continuer à pouvoir offrir à l'utilisateur une personnalisation à la fois de la publicité, puisqu'on parle de l'écosystème publicitaire dans la question, mais aussi de la personnalisation de contenu, puisqu'aujourd'hui, elle s'appuie majoritairement sur des technologies tierces, puisque les éditeurs ou les publishers de sites, de e-commerce ou de médias, ont placé auprès d'opérateurs extérieurs la segmentation qui leur permet d'adapter leur contenu. Donc tout ça crée un ensemble de problématiques importantes, intéressantes, pour lesquelles on a 18 mois pour trouver des solutions. C'est plutôt une belle opportunité de réfléchir à une façon de redonner du contrôle à l'utilisateur. Et moi, en tant que Data Protection Officer, je peux que m'en féliciter. C'est noté, Sébastien. Justement, tu reviendras sur ta vision en tant que Data Protection Officer externe, je précise. De ton côté, Merav, qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'écosystème publicitaire cookieless ? Comme je le dis souvent, c'est notre private joke, tu es la caution juridique de cette émission. Je vais m'efforcer de ne pas être juridique pour cette question. Ça n'appelle pas de réponse particulièrement mais toujours aussi clair comme d'habitude. Mais je vais tâcher d'apporter mon regard externe en tant qu'observateur pour le coup, puisque ça fait... on va compter maintenant en décennies, quelques dizaines d'années que se présentent à nous différents projets, différents acteurs de l'advertising qui s'interrogent, j'ai envie de dire, de manière perpétuelle. Donc voici la nouvelle question. Cookieless or not. Pour moi, c'est une évidence. On allait de toute façon s'orienter vers une technologie encore plus fine, plus qualifiante, plus efficace. C'est Quentin qui le disait tout à l'heure. Le cookie tiers n'est pas d'une très grande précision et efficacité. Et comme le disait aussi Raphaël, le problème, c'est pas le first cookie non plus. C'est vraiment le cookie tiers. Donc, on va encore manger du cookie pour un bon moment, à tout le moins le first cookie, et puis on va assainir le cookie tiers en étant effectivement cookieless. Mais je pense qu'avec ou sans contraintes réglementaires, on aurait été vers cet avancement compte tenu de la pauvreté et de la faible efficacité de ce cookie-là. En avons-nous vraiment besoin aujourd'hui ? That is a question, Merav. Merci en tout cas pour ta réponse. Alors, on vient d'évoquer, vous avez évoqué l'écosystème publicitaire cookieless. L'autre question, c'est à quoi ressemble l'avenir
de l'identité dans un monde sans cookies. De ton point de vue, Quentin? Donc déjà, comme on l'a rappelé, les cookies de first party vont toujours être là. Donc tout ce qui est pouvoir s'identifier, donc un univers logué va toujours exister. Donc, bien sûr, on ne veut pas avoir des expériences utilisateurs où on a toujours besoin de se reconnecter à chaque fois qu'on va sur une autre page. Donc toujours l'univers logué va pouvoir rapporter de la donnée first party, donc la plus importante, celle qui a le plus de value pour les éditeurs, et donc pour derrière faire de la publicité ciblée, parce que cette donnée que vous récoltez directement de l'utilisateur, c'est de la donnée pure, on va dire. Vous savez qui y a derrière, vous savez qu'est-ce que vous pouvez en faire et vous savez qu'est-ce que la personne a regardé. D'accord. Après, bien sûr, il faut expliquer aussi à l'utilisateur. Donc l'identité, on veut donner la transparence, un petit peu comme dont on a parlé avant, la transparence à l'utilisateur avec le TCF par exemple, pour que l'utilisateur comprenne pourquoi il donne son consentement et quelles sont les données qu'on va récolter sur lui. Alors on va dire une sorte de consentement éclairé. Je dis une sorte. C'est le consentement éclairé du RGPD, qui est le terme consacré par ça. Les juristes, et j'espère que, en tout cas, Merav ne me démentira pas. C'est ça, donc le consentement éclairé qui, après l'utilisateur, lui, vu qu'il a toutes les informations devant lui, est-ce qu'il va être enclin à donner son consentement? On voit que la plupart du temps, donc maintenant, même si le consentement n'est pas donné par défaut et que le consentement doit avoir une action claire et affirmative pour être donné, on a environ 80% de consentement toujours actif. Donc c'est-à-dire que les gens sont quand même enclins à donner leur consentement pour ça. Et donc pouvoir récolter des données directement des personnes pour pouvoir les identifier derrière de manière plus précise. Merci Quentin. De ton point de vue, Raphaël, à quoi ressemble l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies? Alors, tout d'abord, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Merav précédemment. Le cookie tiers, c'était un peu amené à disparaître puisque c'est pas la solution la plus efficace. Quentin le rappelait aussi sur les problèmes de mismatch des cookies. Donc, c'est le sens de l'histoire que ça disparaisse. Maintenant, on a une timeline qui est 2022 annoncée par Google, un Chrome, qui pèse pour 60% de la navigation Internet, puisqu'on ne parle que d'Internet, on ne parle pas d'univers applicatif et il se passe pas mal de choses, notamment avec l'IDFA iOS 14 début 2021, qui va obliger l'industrie à se réinventer. Mais aujourd'hui, même Google, avec sa promesse de Limited Ads, a besoin de la finalité 1 pour afficher de la publicité. Donc on n'est pas encore là sur la fin du cookie, vraisemblablement. Et notre vision, en tout cas, c'est que ça pourrait même peut-être durer un petit peu. Maintenant, il faut se réinventer dès maintenant. On ne gagnera pas beaucoup de temps par rapport à ça, mais l'industrie n'est aujourd'hui pas prête. Et effectivement, deux solutions. La first party data et le contexte, qui sont des bonnes solutions pour les éditeurs, sur lesquels il faut qu'ils capitalisent un maximum. J'ajouterai quelque chose, effectivement les taux de consentement sont assez hauts, mais avec les guidelines de la CNIL qui seront publiés très prochainement, on risque de voir ces taux diminuer très largement avec une application et une tolérance de 6 mois. Donc début 2021 va être très compliqué entre Apple qui bloque l'accès à l'IDFA sans consentement, les guidelines où il y aura vraiment cette date couperée qui fait qu'on devra s'équiper. Le deadline de la CNIL. Exactement, les deadlines de la CNIL. Q1 2021 va être très compliqué d'un point de vue légal avec cette accélération de la disparition du cookie. Merci Raphaël. De ton point de vue, Sébastien, après les réponses de Raphaël et Quentin, c'est quoi pour toi l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies? Déjà, je les rejoins l'année prochaine, les nouvelles recommandations de la CNIL qui acteront a priori l'abandon de la poursuite de la navigation vont rendre les consentements de plus en plus valorisables, valorisés, car plus rares. Donc il faut absolument mettre en place une somme d'actions pour faire en sorte de fidéliser les clients et faire en sorte d'avoir un maximum de consentement. Ceci étant dit, il y a deux voies en fait qui sont devant nous. La voie de l'ancien monde, qui viserait à maintenir une identité cachée, masquée, non assumée par des acteurs, avec des recours à des technologies comme le fingerprinting, le stockage en local storage, ou alors la délégation de domaine, qui sont des éléments qui sont déjà visés par la réglementation et qui normalement ne sont plus autorisés sans consentement à la lecture et au dépôt des cookies, mais qui peuvent être faits à l'insu de l'internaute puisqu'ils sont faits server-side.
Donc c'est un peu la théorie du pire pour un DPO comme moi. Et l'idée, c'est plus de défendre et de promouvoir une initiative qui viserait à aller vers plus de data loguée, plus de first party, une data du coup assumée, qui soit utilisée par les services marketing éditeurs ou par des services experts de manière à faire en sorte de proposer une offre la plus personnalisée possible aux internautes. Je rejoins ce que disait tout à l'heure Merav. Le cookie tiers est assez pauvre. Il touche un nombre de personnes énorme, mais il est assez pauvre en termes de qualité. Et il est urgent, à mon sens, de travailler la data de manière beaucoup plus qualitative et pouvoir se rapprocher de nos clients. Merci Sébastien. Merav, ton point de vue justement sur l'avenir de l'identité dans un monde sans cookies, à quoi ça pourrait ressembler ? Alors, c'est d'abord difficile de passer après Sébastien qui a déjà tout dit, donc on va essayer de donner un autre angle. L'identité, enfin, j'ai peut-être pas philosophé sur le sujet, mais cette identité numérique, est-ce qu'elle existe vraiment ? Est-ce qu'on va atteindre ce niveau de richesse dans la sophistication des outils qui nous permettront d'en savoir plus sur les individus et de cibler une publicité, une offre commerciale de manière parfaite ? J'ose espérer qu'on n'y arrivera jamais, on n'atteindra jamais cette perfection. Dans l'intervalle, on doit composer avec l'écosystème réglementaire tel qu'il existe. Ça a été parfaitement dit par mes camarades sur ce plateau. On a un peu de temps pour s'adapter opérationnellement, réglementairement un peu moins de temps, mais la course a déjà démarré depuis bien plus longtemps parce que tout ceci n'est pas nouveau. Ce sont des guidelines, c'est ce qu'on appelle du droit souple qui vient préciser, et encore il y a eu quelques petites entorses dernièrement à ce droit souple par le Conseil d'État qui est venu nuancer un peu ceci et le ramener à sa juste valeur, c'est-à-dire que ce n'est pas du droit dur, et les autorités de régulation attendent aussi des opérationnels et des acteurs, y compris les DPO, un travail collaboratif pour avoir un standard qui soit éthique, protecteur de l'utilisateur final, mais qui n'empêche pas l'intérêt légitime des acteurs des médias de prospérer. Merci Merav, tu viens de parler de l'utilisateur final et on en arrive justement à notre troisième question qui est la suivante. Quel sera l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité ? Quentin, de ton point de vue ? Alors déjà, l'impact sur les utilisateurs et sur la réglementation ne peut être que positif parce que les gens vont avoir plus de droits, plus de transparence à ce niveau-là, et donc potentiellement, le parcours utilisateur ne va pas énormément changer. C'est juste que les personnes qui ne veulent pas partager leurs informations, vous ne pourrez pas récupérer leurs informations. Mais il va de toute manière y avoir ces deux mondes avec les personnes qui sont d'accord pour les partager et les personnes qui ne sont pas d'accord. Après, l'autre impact sur la partie réglementaire, c'est ne pas avoir des cookies de third party, c'est-à-dire des cookies qu'on ne sait même pas vraiment quelles données est-ce qu'ils utilisent. Ça peut être que positif, parce que dire à une entreprise, vous allez mettre sur votre site une technologie qui va récupérer des données, mais vous ne savez pas trop quoi, les envoyer où, parce que aussi, potentiellement, ça va les envoyer aux États-Unis. Donc maintenant, avec la fin du Privacy Shield, qu'est-ce qui se passe ? Donc reprendre la main sur ça, les données first party, les données zéro party aussi, les demander. La gamification aussi, donc qu'on voit apparaître. Alors les GAFA sont très très bons pour ça, hein, donc on peut lancer tout le débat sur les GAFA, les walled gardens qu'ils sont en train de créer, qu'ils ont déjà créé, pardon. Mais récupérer les données de manière ludique aussi, c'est possible. Merci Quentin. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre quelque chose de ludique sur quelque chose qui a l'air assez austère comme ça de prime abord, mais c'est effectivement un sujet assez intéressant à creuser. De ton point de vue, Raphaël, quel sera l'impact de la suppression des cookies dans l'expérience utilisateur et la conformité ? Je rejoins Quentin, je pense que c'est très sain déjà comme changement. Après, je pense vraiment qu'il y aura une modification très importante au niveau des parcours utilisateurs. Merav, je pense, mentionnait à demi-mot le fait que le Conseil d'État a dit que la CNIL n'avait pas l'autorité pour interdire les cookies wall, même si ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Mais nous, on le voit déjà, avec en Allemagne notamment, des clients de Didomi qui mettent en place ces cookie walls. Donc, on consent, on s'abonne ou alors on ne rentre pas. Et il n'est pas normal aujourd'hui, en fait, que quelqu'un qui ne consente pas ait accès au même niveau de contenu délivré par les médias que quelqu'un qui va consentir et partager indirectement ses données personnelles. Ça devient une monnaie d'échange du point de vue expérience utilisateur.
une sorte de monnaie d'échange. Effectivement, comme le dit Quentin, il faut éduquer l'utilisateur, avoir un consentement beaucoup plus éclairé, parce que je pense qu'il y a une content fatigue de voir les bannières partout. Je citais l'exemple de Google. On voit tous les jours maintenant la bannière s'afficher. C'est pas une fin en soi. Il faut que ce soit plus clair, il faut que ce soit plus granulaire. Et on n'est pas obligé de demander le consentement directement au premier niveau. Donc avec ce rapprochement vers la first party, il y aura à certains moments de l'expérience utilisateur des sollicitations pour partager ou ne pas partager et avoir accès ou pas à certains contenus en conséquence, ou alors s'abonner pour que ce soit vraiment un win-win. Donc tout ça est plutôt très sain. Merci Raphaël. Alors, de ton point de vue, Sébastien, quel sera l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité ? Comme je venais de le dire, il me semble important de valoriser la personnalisation. Donc je crois en l'arrivée de passeports sectoriels qui permettent d'avoir un ID unique par utilisateur, qui protègent la donnée de l'utilisateur et qui le mettent dans un environnement de confiance. Donc du coup, j'imagine que la plupart des Français auront bientôt un login d'identification sur les sites médias, un login d'identification sur les sites de e-commerce. Ce ne sera pas forcément le même puisque la finalité est différente et que les médias et les sites de e-commerce feront en sorte que leur personnalisation s'appuie sur des datas issues et tirées de l'utilisation de ces logins. Pourquoi des logins sectoriels ? C'est pour éviter d'avoir des acteurs majeurs, globaux, qui vampiriseraient toute la donnée et finalement se retrouveraient à être les seuls à être en mesure d'avoir une notion de connaissance client. Je pense que c'est très pauvre pour l'utilisateur, tout le monde est perdant, tous les acteurs économiques sont perdants et donc il faut que ce soit diffusé. Et donc du coup cet identifiant deviendrait la clé de voûte d'une connaissance client partagée. Pour que le contrôle de l'utilisateur soit toujours possible, les CMP ont un rôle énorme à jouer. Aujourd'hui, une CMP, c'est une machine à afficher un vocabulaire très normalisé sur la publicité ciblée. Et l'objectif, à mon sens, ce serait que cela devienne un vrai centre de préférence. Dans ce centre de préférence, j'ai des préférences liées aux cookies, à la publicité digitale. J'ai des préférences liées à mon expérience utilisateur. J'ai des préférences liées à des centres d'intérêt déclarés. Et la CMP pourrait être l'endroit où je les exprime, où je les protège. Et où ensuite je les interconnecte avec des acteurs que j'ai décidé de laisser agir, plutôt que de confier cette responsabilité, cette liberté d'action à des algorithmes hébergés très souvent aux États-Unis, dans de très grandes sociétés que nous connaissons tous. Merci Sébastien. Merave, de ton point de vue, ce sera quoi l'impact de la suppression des cookies sur l'expérience utilisateur et la conformité en général ? Alors, sur l'expérience utilisateur, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète de mon prisme une fois de plus, puisque se présentent à nous au sein du cabinet Bird & Bird différents projets innovants sur ces sujets. Et on voit que les startups sont plutôt particulièrement inspirées, ainsi que d'autres acteurs du monde numérique. Donc on avait fait une émission notamment sur la voix, qui était particulièrement passionnante, qui continue à se développer comme outil de programmatique très intéressant, mais pas que. Donc je ne suis pas inquiète sur l'expérience utilisateur. Au contraire, je crois qu'elle va gagner. Elle va gagner en qualitatif et puis faut un peu le surprendre l'utilisateur, parce que j'enseigne aussi à des étudiants ou à des professionnels, donc j'ai un retour assez large et diversifié. L'utilisateur, il s'ennuie. Donc non seulement il est enquiquiné par cette intrusion et ces propositions de publicité ciblée, mais en plus, il est ennuyé dans le sens où c'est boring de recevoir ces informations-là qui, 50% des cas, ne sont pas pertinentes, voire absurdes, ridicules. Donc, je pense qu'il va gagner l'utilisateur parce qu'il appartient aussi aux acteurs du web, du numérique, d'innover de manière un peu plus intelligente. On parle d'intelligence artificielle. On peut, dans les outils, faire preuve aussi d'intelligence, d'efficacité, d'innovation et surprendre et faire vivre une véritable expérience, non pas la fameuse expérience fluide qui va nous amener à acheter, cliquer, c'est pas le cas. Donc ça c'est sur l'expérience utilisateur. D'un point de vue conformité, on assiste quand même, malgré cette approche de cookie-less, à de nombreux chantiers qui ont été lancés. Alors, on va parler de ce contexte, on est en plein contexte de crise sanitaire, de télétravail. Il y a eu une forme de cristallisation à la fois des budgets et des travaux, même et des chantiers juridiques, pas en matière de cookies. On a été extrêmement sollicité sur ce sujet-là. Peut-être aussi parce que
l'autorité de régulation, en l'occurrence en France la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, si elle a été contrainte de stopper ses contrôles sur place, eh bien, elle a renforcé ses contrôles en ligne. Qui dit contrôle en ligne, le target, c'est les cookies. Merci Merave pour ces précisions. Il a été question beaucoup d'avenir dans la réponse des uns et des autres. Et on en arrive donc à notre dernière question. C'est comment l'industrie de la tech peut se préparer à ces changements, sachant que, j'allais dire, son ADN, quand même, pour beaucoup des acteurs, son ADN, c'est quand même basé sur les cookies tiers. Et en gros, pour générer, ou en tout cas gérer encore la personnalisation, comment les adtech peuvent se préparer à l'avenir. Quentin, qu'en penses-tu ? Alors, déjà, on va reprendre quelques points. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Raphaël en a déjà parlé, les paywalls, donc les cookie walls, en fait. Je m'abonne, je peux accéder au site, je ne m'abonne pas, je sors du site, entre guillemets. Donc déjà, on peut récolter de la donnée supplémentaire. Merave en a parlé aussi, la partie intelligence artificielle. Donc pouvoir créer des modèles prédictifs avec les données qu'on a déjà récoltées des utilisateurs pour savoir, avec la publicité contextuelle, une personne qui accède à ce type de page, normalement, elle a déjà cherché ça avec les autres, donc potentiellement, même si elle n'a pas donné son consentement, je vais lui afficher ce type de publicité parce que c'est potentiellement ce qu'elle veut voir. On a aussi pouvoir avoir la possibilité de se baser sur des gros sets de données, bien sûr, qu'on a récoltés depuis toutes ces années. Le RGPD, c'est pas hier, c'était maintenant il y a 2 ans, plus de 2 ans. Donc, s'être adapté pendant ces 2 ans plus pour avoir récolté des données et pouvoir changer tranquillement d'un modèle cookie third party à un modèle sans cookie. Très bien. Merci Quentin. Raphaël, de ton point de vue, comment l'industrie AdTech peut se préparer à cette fin des cookies, puisqu'elle s'est quand même fortement appuyée notamment sur les cookies tiers pour gérer la personnalisation ? Bien sûr, et comme le rappelait Sébastien, il va y avoir 2 types d'adtech, celles qui vont s'appuyer sur des méthodes un peu black hat avec du fingerprinting ou d'autres méthodes un peu répréhensibles qui sont combattues par les navigateurs, ou alors trouver de nouvelles méthodes, la contextualisation, la first party. Je crois beaucoup aussi à tout ce qui va être consentement et préférence, parce qu'on a une notion juridique de consentement, mais meilleure connaissance de l'utilisateur. On le voit, la demande est très importante. C'était surtout les advertisers, mais c'est également les médias maintenant qui nous demandent de pouvoir créer des espaces, des préférences centers avec tous les consentements et les préférences, les centres d'intérêt pour mieux les connaître. Donc il y a une nécessité de se dire, voilà, un peu comme un phénix, on était cookie, maintenant il faut se réinventer complètement, parce qu'il ne faut pas se cacher. Nous, on est dans les W3C, les groupes de travaux qui font les normes de l'Internet, et c'est vraiment les GAFAM qui poussent, on va dire, les futurs standards, et c'est vraiment eux qui contrôlent tout là-dessus. Et donc, ils ont à minima en amont ce qui va sortir, et au mieux, c'est eux qui vont pousser les technologies avec lesquelles ils sont les plus à l'aise. Donc, il y a une nécessité d'agir vite. Merci, Raphaël. Donc, de ton point de vue, Sébastien, comment tu vois l'industrie AdTech se préparer parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle a quand même fondé son activité sur les cookies tiers pour gérer cette fameuse personnalisation. Dans la lignée de ce que vient de dire Raphaël, il me semble qu'il va y avoir une adaptation énorme. Déjà, l'AdTech disposait de la data, alors qu'elle va devoir maintenant s'appuyer sur une data qui sera une data first party. Donc, cette data, elle sera soit centralisée auprès d'acteurs globaux, soit propriété récoltée comme contact direct de l'utilisateur par des marques, des médias, des sites de e-commerce. Et donc du coup, à mon sens, il y a 3 étapes à respecter. La première, c'est d'augmenter très sensiblement le taux de consentement. Donc on a de plus en plus de CMP, mais on est encore à 70% de consentement, donc il faudrait encore augmenter le taux de consentement de manière à le faire grandir. Pour ça, il faut lutter contre la consent fatigue et faire en sorte que les gens acceptent de consentir. Et du coup, sortir de CMP parfois trop standardisés de manière à apporter une expérience utilisateur un peu différente et provoquer l'intérêt. Donc ça, à mon sens, c'est la première direction. La seconde, c'est de faire en sorte de développer la capacité d'analyser la connaissance client. Donc on était sur des raisonnements qui étaient massifiés avec d'énormes volumes. On parle de machine learning. Je pense qu'il est temps de revenir un petit peu à l'humain et de se demander ce que les gens veulent vraiment. Je
pense que c'est un peu l'enseignement de ces 6 derniers mois. Donc ce serait peut-être pas mal de remettre un petit peu de raison et puis de sociabilité dans tout ça. Ce serait intéressant. Et du coup, une fois qu'on a plus de consentement et une donnée plus qualitative, la question, ça va être comment est-ce qu'on fait pour que l'adtech puisse profiter de cette donnée alors qu'elle n'est plus là pour la collecter, puisqu'elle sera une donnée first party. Et donc je pense qu'il va falloir travailler sur une connexion des données, des sites, des publishers, avec la tech, et peut-être que les CMP peuvent jouer un rôle au travers du centre de préférence dont on parlait tout à l'heure aussi, et de créer un framework qualitatif plutôt qu'un framework quantitatif. Alors ce que je note, c'est effectivement une sorte de mutation du marché. J'ai noté beaucoup ce passage du consentement à la préférence, ce qui ouvre aussi un certain nombre de portes d'un point de vue marketing aussi pour les éditeurs. Et je vais reprendre un terme qu'a utilisé Merav dans une émission précédente qui parlait de marketing juridique. Et d'une certaine manière, on est en plein dedans, c'est-à-dire analyser les préférences de l'utilisateur pour limiter cette fameuse, je reprends, consent fatigue, et proposer, ou en tout cas faire en sorte que l'utilisateur devienne lui-même acteur de son propre consentement par l'intermédiaire de ses propres préférences. Merav, cette question de ton point de vue en tant qu'observatrice, je reprends également encore un de tes termes dans ce début d'émission, c'est comment tu vois l'industrie AdTech se préparer, puisque la fin des cookies, c'est quand même la fin d'un certain nombre, j'allais dire, de fondamentaux sur lequel s'est basé le développement de ces mêmes AdTech. Donc, comment tu vois la tech industrie s'y préparer? Bon, d'abord, je m'en remets à peine que tu me cites. Merci, chef. Attention à ne pas trop me citer parce qu'après j'ai rien à dire. Donc j'observe 2 tendances. Oui. La première, c'est une révolution, on va dire, une véritable transformation. On abandonnerait le cookie tiers pour trouver une solution technologique de substitution, un peu comme le Canada Dry, vous vous souvenez. Donc ça aura le goût du cookie, la saveur du cookie, mais on ne pourra pas le qualifier de cookie. Sauf que le régulateur, de son côté, la CNIL, dotée de nombreux experts aussi bien juridiques que techniques, et les autres autorités de régulation européennes et institutions européennes entendent cette notion de cookie au sens large, au sens de tout traceur. Donc c'est une révolution qui devra être davantage en profondeur, et comment ne pas utiliser des traceurs qui vont tracer pour mieux personnaliser l'offre publicitaire. Donc il y aura ce chantier-là, je pense, qui est déjà bien en cours et développé, mais qui a peu de chances de prospérer. C'est une révolution technologique qui amènera un statu quo juridique, parce que c'est une appréciation large de cette notion de traceur. Donc je pense que cette technologie est nécessaire pour des questions qualitatives, mais qu'elle n'atteindra pas l'objectif juridique qui consisterait à échapper à la loi. L'autre tendance, sachant que ce sont 2 tendances proactives et évolutives de mutation, c'est le développement de plateformes de plus en plus innovantes, de plus en plus qualitatives, éthiques, comme exactement ce que font Didomi et OneTrust. Et c'est formidable d'être à un débat comme celui-ci avec autant de bons acteurs et représentants de solutions qui sont honnêtes sur le sujet et qui tendent à, et je pense que Sébastien, tu ne me contrediras pas, à s'approcher davantage et au maximum de cette conformité-là. En tout cas, c'est intégré, c'est vraiment du privacy by design dans leurs outils et solutions. Donc merci de leur permettre de s'exprimer ici. Mais il y a d'autres acteurs que Didomi et OneTrust qui continuent à développer des solutions qui vont œuvrer pour cette mutation-là. Et là, on a des startups très intéressantes qui montrent le bout de leur nez. On va voir ce que ça va donner. Donc, on assiste à un véritable revirement technologique dans une continuité tranquille juridique. Merci Merav, merci Sébastien, merci Raphaël, merci Quentin pour avoir participé à cette émission qui en appellera d'autres, puisque certes l'avenir d'un monde publicitaire sans cookies ne fait que commencer, mais il ouvre des portes à un monde, j'allais dire, toujours plus proche de l'expérience utilisateur, en tout cas d'une expérience utilisateur optimisée, d'un chiffre d'affaires optimisé, grâce justement à l'inventivité d'un certain nombre d'acteurs de la tech qui étaient d'ailleurs ici présents. Merci et à la semaine prochaine.
Ainsi s'achève ce débat sur les CMP à l'ère du cookie-less. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. La CMP doit se transformer en centre de préférence pour améliorer l'expérience utilisateur. 2. La data loguée devient le maître étalon du consentement de la part de l'utilisateur. Enfin 3. Le marché doit lutter contre la consent fatigue. Pour y remédier, les acteurs se doivent d'encourager la gamification du processus de consentement. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orange Advertising, Smile Wanted, OnTrust et Didomi pour leur soutien. Merci également à notre partenaire média Redcard, à notre partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing et Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.